Drissa Traoré, je suis le coordinateur national du projet conjoint l'Association malienne des droits de l'homme et Fédération internationale de lutte des droits de l'homme. Donc j'occupe ce poste depuis février 2013. Pour parler des crimes internationaux commis au Mali, il faut d'abord rappeler le contexte. Alors, la crise déclenchée en janvier 2012 a occasionné de nombreuses graves violations, n'est-ce pas, du droit international des droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire. Et parmi ces graves et nombreuses violations graves des droits de l'homme, nous avons les crimes sexuels qui ont occupé en tout cas une proportion importante parmi les crimes commis dans les régions du Nord, notamment pendant la période d'occupation par les groupes djihadistes. Alors il faut aussi rappeler que toutes ces violations ont été presque commises par presque toutes les parties au conflit, même si les violations commises sous l'occupation ont été en tout cas d'une extrême gravité. Alors pour tenter de juguler ces phénomènes et d'apporter des réponses judiciaires à ces violations, les autorités maliennes ont mis en place de nombreuses procédures judiciaires qui ont été à l'époque confiées au tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, puisqu'à l'époque les juridictions du Nord étaient saccagées, les juges étaient déplacés à Bamako. Il fallait trouver en tout cas des juridictions en mesure de pouvoir non seulement entendre les victimes, mais aussi de mener des enquêtes pour pouvoir aboutir à des procès. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2020, ces procédures ont été ouvertes en juillet 2012, ça fait presque 8 ans. Si nous essayons de tirer les enseignements ou de faire un petit bilan, nous pouvons effectivement résumer que le bilan n'est pas luisant. Le bilan n'est pas luisant parce que malgré l'ouverture de ces nombreuses procédures judiciaires, nous avons eu peu de procès, nous avons eu peu de jugements, n'est-ce pas, d'auteurs de graves violations des droits de l'homme. Au contraire, nous avons assisté parfois à des libérations, n'est-ce pas, de ces auteurs. Et souvent dans le cadre des négociations politiques qui ont abouti à l'accord de paix, mais aussi dans le cadre d'échanges de prisonniers, dont le plus récent est celui, n'est-ce pas, de l'échange entre Soumaïla, 4 autres otages occidentaux et 200 et quelques djihadistes. Donc voilà, ça c'est aussi une manière de dire que cette lutte contre l'impunité est butée à plusieurs défis. Donc parmi ces défis, je voudrais quand même rappeler l'injonction du pouvoir exécutif dans les judiciaires. Il y a l'insécurité grandissante au nord et au centre. Il y a aussi l'insuffisance des moyens de la justice pour faire face à l'ampleur de ces violations graves des droits de l'homme. Parce qu'à ce niveau, il faut effectivement aussi rappeler que c'est pour la première fois en tout cas que le Mali connaît des crimes de ce genre. Et pour leur traitement, il importait quand même de mettre en place les mécanismes adéquats. Alors, toutefois, il faut peut-être parler aussi. Il y a eu quelques avancées. Je disais tantôt que nous avons eu peu de procès et que peu d'auteurs ont été jugés. Mais je précise toutefois qu'il y a eu quand même quelques tentatives de procès ou quelques procès peut-être qui n'ont pas abouti à quelque chose de souhaitable. Et je voudrais, à titre d'illustration, citer le procès Alou Maman Touré. Alou Maman Touré, qui a occupé le poste de commissaire islamique du Moujao dans la région de Gao pendant l'occupation de cette région. Alou Maman qui a ordonné des amputations, n'est-ce pas, des personnes, qui a ordonné des tortures, etc. Il avait été arrêté en décembre 2013 et jugé en octobre 2017. Mais malheureusement, il faut remarquer qu'il a été jugé, mais que des charges qui ont été retenues en son encontre n'étaient pas représentatives de toutes les violations qui lui étaient reprochées. À titre d'exemple, pendant l'instruction, le juge avait retenu crime de guerre à son encontre. Mais malheureusement, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a balayé ça au motif que le Mali n'a pas fait une déclaration de guerre. Alors qu'il ne suffit pas qu'il y ait une déclaration de guerre
pour effectivement réunir les éléments contextuels et constitutifs, n'est-ce pas, du crime de guerre. Ça, c'est une faiblesse notoire de la justice malienne. Et encore pire que ça, Aliou, qui a été jugé, condamné à 10 ans d'emprisonnement, a été par la suite relâché en février 2019 dans le cadre d'échanges, n'est-ce pas, des djihadistes contre un journaliste et un préfet malien. Et Aliou, qui n'avait pas encore réparé tous les préjudices que les victimes ont subis, a été libéré aux grandes dames des victimes et de nos organisations. Alors, c'est même Aliou Mahaman a fait partie des 200 djihadistes qui ont été libérés dans le cadre de la libération, n'est-ce pas, de Soumaïla et des 4 otages occidentaux. Même à ce niveau, il faut signaler que nos organisations ne sont pas systématiquement contre la libération des otages parce que c'est aussi une manière de respecter leur liberté. Mais toutefois, nous dénonçons les conditions dans lesquelles ces libérations sont opérées. Parce que là, nous libérons, n'est-ce pas, des présumés criminels qui devaient être jugés, n'est-ce pas, pour non seulement respecter les droits des victimes à la justice, mais aussi et surtout éviter la récurrence de ces violations. Malheureusement, voilà, ces libérations sont faites sans que ces personnes soient jugées. Et toujours en termes d'avancée, j'ai parlé de cette avancée tout en la mitigeant. Il y a eu des avancées en tout cas importantes au niveau de la CPI, puisque le Mali a déféré sa situation à la CPI en juillet 2012. Et ce qui a permis à la CPI d'ouvrir des enquêtes au Mali à partir de janvier 2013. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de cette enquête ou de ces enquêtes, nous avons eu droit à un premier procès qui est celui de Al-Mahdi Al-Faki, qui a été jugé, n'est-ce pas, à 9 ans d'emprisonnement pour la destruction de mausolées, n'est-ce pas, à Tombouctou, et qui est toujours en prison. Et d'ailleurs, dans son cas, dans son affaire, les victimes sont, en fait, les processus de réparation est en cours pour permettre, n'est-ce pas, non seulement à ces victimes de recourir à ces réparations, mais aussi soulager l'ensemble des populations de Tombouctou par rapport à la destruction des mausolées. Et la deuxième affaire devant la CPI, c'est celle de Alassane, qui est assez emblématique aux yeux de nos organisations, parce qu'Alassane fait partie, n'est-ce pas, des auteurs présumés visés par les plaintes nationales que nous avons déposées au niveau de la justice malienne. Malheureusement, la justice malienne n'a pas avancé dans le traitement de ces dossiers et heureusement, la CPI en a pris, en a fait une affaire et actuellement, lui, il est en train d'être jugé. Ça, ce sont quand même des avancées significatives. Et là, à ce niveau, il faut signaler que j'ai parlé du caractère emblématique de cette affaire Alassane, parce que tout simplement dans cette affaire, il y a des charges relatives par exemple aux violences sexuelles. C'est une première dans le cadre des réponses judiciaires pour le traitement des crimes graves commis pendant le conflit malien. J'ai aussi parlé du défi, je voudrais revenir là-dessus. Vous allez voir un peu la comparaison entre ces avancées et les défis. Et, parmi les défis, je rappelle, il y a les déficits de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, pour aller vers une véritable lutte contre l'impunité, il faut une réelle volonté politique de la part des autorités. Et cette volonté politique doit se concrétiser à travers notamment le renforcement des moyens de la justice, n'est-ce pas? Le renforcement aussi du moyen ou du cadre légal, y compris en matière de protection des victimes et des témoins. Et si ces conditions sont réunies, nous avons la chance, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, des procès. Il y a eu des pas qui ont été faits à ce niveau. Par exemple, dans le cadre du renforcement du cadre légal, nous avons eu droit, sinon nous avons apprécié l'élargissement de la compétence du pôle judiciaire spécialisé contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Si au départ, ce pôle n'avait pour vocation que, n'est-ce pas, de traiter des infractions d'ordre terroriste, aujourd'hui, ce pôle peut traiter des crimes internationaux comme par exemple crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Ça, c'est un pas légal très important. À ce niveau, il faut que les actions concrètes suivent. Et ces actions concrètes doivent être notamment l'aboutissement des enquêtes et l'organisation des procès. Et pour ces procès, il faut qu'elles soient des procès publics, qu'il y ait de la publicité autour de ces procès pour aussi donner le caractère pédagogique afin de montrer aux populations maliennes que
aucun crime ne restera impuni en République du Mali. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour efficacement lutter contre l'impunité au Mali? À cette question, il faut souligner l'importance de la volonté politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition politique. Et cette transition politique veut faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Mais malheureusement, l'angle sous lequel la lutte contre l'impunité va être traitée par la transition risque, n'est-ce pas, de mettre au second plan la lutte contre l'impunité des crimes ou des violations graves des droits de l'homme commises pendant la crise. Parce que nous avons compris que parmi les priorités des autorités de la transition, il y a la lutte contre l'impunité dans le cadre de la corruption. Alors, au-delà de ça, nos organisations demandent à ce que la lutte contre l'impunité des violations graves des droits de l'homme ou des crimes graves commis pendant le conflit malien soit aussi, n'est-ce pas, une priorité. Parce que pour nous, il est essentiel d'aller vers cette lutte contre l'impunité qui est un levier essentiel pour permettre au Mali de connaître une paix durable et pour permettre au Mali de connaître une véritable réconciliation, n'est-ce pas. Mais pour l'instant, nous attendons de ces autorités des actions fortes. Et, il faut se féliciter qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, un procès dans le cadre des attaques contre l'hôtel Radisson et la terrasse. Donc ça aussi c'est une avancée. Ce procès a eu lieu courant octobre, si je ne me trompe pas. Il faut multiplier ce genre de procès tout en respectant, n'est-ce pas, les droits de la défense. Donc nous voudrons qu'il y ait des procès, mais nous réclamons aussi à ce que ces procès soient équitables. Donc, pour nous, la lutte contre l'impunité sous la transition doit aussi se traduire par la diligence des suites aux enquêtes ouvertes depuis un certain temps. Il s'agit bien des enquêtes ouvertes dans le cadre des crimes graves commis au centre du Mali. Et pour cela, il y a plusieurs affaires emblématiques. Je m'avais cité par exemple Ogosagou 1, Ogosagou 2, Sobameda, Yoru, et Bolkessi, et Sokolo, Djoura, etc. Ce sont entre autres des affaires emblématiques qui doivent aussi déboucher à des procès. Ça c'est très important. Et pour que ces affaires aboutissent à des procès, il faudra aussi renforcer davantage les moyens d'action des magistrats. Il faudra aussi une réelle volonté politique. Et pour cela, nous ne voudrons pas voir une lutte contre l'impunité à deux vitesses, ou une justice à deux vitesses. En d'autres termes, que des auteurs qui sont ici des groupes armés soient jugés, alors que de l'autre côté, quelques éléments des forces armées qui seraient impliqués dans ces actions échappent à la justice. Ça pourrait être une faiblesse notoire de la justice malienne. Nous savons qu'elle a ouvert beaucoup d'enquêtes sur de possibles exactions imputables aux FAMA. Je ne dis pas, je dis imputable parce que c'est encore des allégations, mais il faudra aussi qu'il y ait des enquêtes pour pouvoir effectivement corroborer ou infirmer, n'est-ce pas, cette possibilité d'extraction de la part de nos forces armées. Parce que pour nous, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous ne devons pas tolérer, n'est-ce pas, des exactions qui peuvent être perpétrées par nos propres forces militaires contre des victimes qui, parmi elles, il y a aussi des Maliens. Donc ça c'est très important à signaler. La lutte contre l'impunité passe aussi par le traitement judiciaire des dossiers dans lesquels des éléments des forces armées seraient impliqués. Il faut davantage mettre un accent aussi dans le cadre de cette lutte contre l'impunité sur l'amélioration du cadre légal. Et pour nous aujourd'hui, la priorité c'est d'améliorer le cadre légal en matière de la protection des victimes et surtout les victimes de violences sexuelles et qui aujourd'hui sont en marge, en tout cas,
des actions de la justice au niveau national. Et pour éviter cela, il faudra améliorer le cadre légal qui passe par le renforcement, n'est-ce pas, du dispositif juridictionnel existant. Et nous avons déjà, il y a un projet de loi dans les tuyaux, dans les circuits, qui vise à renforcer la protection de ces victimes-là, les victimes de violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Cela pourrait favoriser leur accès à la justice, cela pourrait effectivement aussi faciliter le traitement judiciaire de ces dossiers par les magistrats. Et au-delà de ça, il faut aussi s'atteler à avoir une véritable politique de réparation au niveau national. Et cette politique de réparation, elle est initiée par la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alors, il revient aux autorités maliennes de s'en approprier pour en faire une loi, afin de permettre aussi aux victimes de ces crimes internationaux, de ces violations graves des droits de l'homme, n'est-ce pas, d'accéder aux réparations. Elles sont cruciales pour la réhabilitation des victimes. Elles sont cruciales pour une réconciliation. Et pour cela, le pas à faire aujourd'hui, c'est l'adoption d'une loi, n'est-ce pas, par les autorités maliennes, mais aussi l'appropriation, n'est-ce pas, de la loi par les acteurs qui sont en charge de mettre en œuvre ces mesures de réparation. Alors, de l'autre côté, pour tenter de contourner j'allais dire l'insuffisance de volonté politique ou l'insuffisance des capacités des juridictions maliennes, nous appelons aussi la Cour pénale internationale à jouer son rôle de juridiction de substitution ou de juridiction de subsidiarité en vertu de la complémentarité positive. Et cette action de la Cour doit se traduire par la poursuite, n'est-ce pas, des enquêtes déjà ouvertes sur le Mali. Elle doit également se traduire par l'organisation, n'est-ce pas, d'autres procès, y compris sur celui d'Alassane, mais aussi éventuellement sur d'autres auteurs présumés des crimes graves commis au Mali, qui sont peut-être pour l'instant poursuivis par les autorités maliennes, mais dans le cadre de l'instruction de ces affaires, il y a beaucoup de retard. Ça, c'est très important aussi. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le rôle de la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l'impunité au niveau national au Mali. Et elle a certes ouvert des enquêtes, elle a certes organisé, n'est-ce pas, des procès, mais elle pourrait toujours intervenir dans le cadre de la complémentarité positive pour le traitement des crimes qui relèvent de sa compétence. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs crimes qui relèvent de sa compétence qui n'ont pas encore eu de réponse judiciaire au niveau national. Alors, comme ce principe de complémentarité est clair, quand l'État ne peut pas ou n'a pas la volonté, elle peut intervenir. Donc, moi, je pourrais dire que selon nos organisations, à défaut d'avancées significatives, claires au niveau national sur le traitement, n'est-ce pas, des crimes internationaux, la Cour pénale peut bien sûr intervenir au Mali, comme elle l'a fait, afin, n'est-ce pas, de soulager davantage les victimes et aussi d'aider la justice malienne à avancer dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Alors, dans le cadre de cette lutte contre l'impunité, les organisations de la société civile, qu'elles soient nationales ou internationales, et voire régionales, ont un grand rôle à jouer. C'est ce que nous faisons déjà depuis 2012. Le premier rôle, c'est de continuer à documenter ces crimes, c'est de continuer à alerter les autorités nationales et les décideurs internationaux par rapport à ces crimes. C'est aussi et surtout accompagner ces victimes pour faciliter non seulement leur accès à la justice, mais aussi participer à la manifestation de la vérité. Et nous faisons cet accompagnement à travers, par exemple, la mise à disposition des avocats pro bono qui accompagnent gratuitement les victimes devant les juridictions nationales. Ça, c'est un aspect qui doit être poursuivi afin, n'est-ce pas, de pousser davantage ces leviers de lutte contre l'impunité dans le cadre de la réconciliation. Et l'autre aspect, au-delà de la prise en charge légale, nos organisations peuvent également continuer à
apporter de l'assistance psychologique qui est complémentaire à l'assistance légale pour permettre aux victimes aussi de se maintenir, n'est-ce pas, et de participer activement au processus de paix et aussi d'avoir un rôle dans la vie sociale. Et au-delà de ça, l'un des derniers rôles, c'est aussi les plaidoyers, la mobilisation au niveau national, régional et international, au niveau des instances et des institutions internationales et régionales, pour davantage pousser les autorités maliennes à accentuer ses efforts en matière de la lutte contre l'impunité, pour aussi permettre à ces institutions internationales et à ces mécanismes internationaux de venir, n'est-ce pas, en aide au Mali pour effectivement les traitements, qu'ils soient judiciaires ou non juridictionnels de ces crimes, afin de soulager davantage les souffrances, afin de contribuer aux efforts nationaux. Donc, et pour nous, nous restons optimistes. Nous restons optimistes, car c'est un combat qui n'est pas facile. C'est un combat de lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine parce qu'elle a beaucoup d'implications. Il faut continuer à s'y battre, il faut continuer à appuyer les autorités maliennes, il faut continuer à appuyer la justice malienne pour qu'ensemble nous puissions tous contribuer à ce retour de la paix, pour qu'ensemble nous puissions tous construire une véritable réconciliation de cœur et d'esprit. Et cela va aussi de notre développement.